Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front National, vous êtes députée du Pas-de-Calais. Dans un instant, on va parler monde agricole. Vous serez au Salon de l'Agriculture mardi, plutôt en terrain conquis, puisqu'aujourd'hui, d'après tous les sondages, le monde paysan, le monde agricole vote Front National. Mais d'abord, pour poser le décor, en quelque sorte, j'aimerais savoir à qui on a affaire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment que jusqu'à présent tout était d'un bloc pour vous, qu'il n'y avait pas de doute. Et puis voilà qu'il s'est installé, voilà qu'il y a une forme de concurrence, voilà qu'il y a des propos extrêmement violents, voire méprisants de la part de votre père, Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, qui chacun à leur manière existent. Soyez gentil avec Marion, ne la mettez pas, je crois, en... Elle est là, elle est présente. Elle est présente et la question, va être très contente. Et la question se pose de votre capacité à être le chef, tout simplement. Oui, j'ai bien vu que l'idée est d'essayer de poser cette question en toutes circonstances, sur tous les plateaux, dans tous les reportages, etc. C'est assez méprisant d'ailleurs à l'égard du processus démocratique et celui du Front National, parce qu'au Front National, à la différence d'autres mouvements, tout ça tombe pas du ciel. En réalité, il y a, vous avez lancé un grand des votes. Non, mais d'abord il y a des votes. On élit le président ou la présidente du Front National, c'est pas le cas partout d'après ce que je sais. Et puis il y a non seulement un questionnaire sur le fond de la politique, il y a le renouvellement des instances du Front National, il y a ce grand processus de refondation que nous avons engagé et qui est en fait la continuation de ce que j'ai commencé à faire quand je suis arrivé à la tête du Front National en 2011. Donc, si vous voulez, vous prenez une déclaration de Jean-Marie Le Pen qui a été exclu du Front National. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la brouille entre Jean-Marie Le Pen et moi est non seulement connue, mais ancienne. Bon, vous évoquez la brouille avec Florian Philippot. Bon, c'était votre bras droit. Oui, voilà, c'est ça. C'était un de mes collaborateurs. Inséparable. C'est ça. C'était un de mes collaborateurs et ça ne l'est plus. Et vous verrez, vous êtes au début de votre carrière, vous verrez quand vous serez un tout petit peu plus loin dans votre carrière que vous aurez dans votre existence des gens avec qui vous aurez travaillé et avec lesquels vous ne travaillerez plus. Ça n'a rien à voir, c'était un des piliers du Front National. Mais madame, vous ne pouvez pas dire ça, car si ça avait été un des piliers du Front National, il ne serait pas parti avec une trentaine de personnes. Soyez sérieuse. Donc on voit bien que, encore une fois, c'était un des dirigeants, il a quitté le mouvement. Donc vous dites tout ça n'a aucune importance. Bon vent, il va avoir besoin de patience, c'est pas une de ses qualités premières. Bon, et puis c'est tout, voilà. Mais jusqu'à présent, vous étiez incontesté. Quand on voit les troupes de Florian Philippot qui se moquent de vous carrément, qui vous imitent en rigolant, est-ce qu'il n'y a pas des moments... C'est extrêmement politique. Non, mais de fait, je ne sais pas comment le dire autrement parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur la scène du lancement des Patriotes. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites tout simplement, j'en ai marre, je laisse tomber, quoi? Non, parce que j'en aurais marre si j'avais une démarche personnelle. Si je me construisais une carrière. Or, je sais très bien ce qu'est la vie politique. Je sais les difficultés, les sacrifices, souvent, qui sont nécessaires pour défendre des idées. Particulièrement, il faut bien le dire, dans une vie politique où le moins qu'on puisse dire, c'est que les idées que nous défendons sont très sévèrement et cruellement combattues par ce que nous avons appelé le système, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements politiques, l'ensemble des médias, l'ensemble des puissances financières qui ont été ceux qui ont porté la candidature d'Emmanuel Macron. Donc tout cela... Mais est-ce qu'ils sont en train de venir à bout du Front National? Non, mais tout ça... Mais il l'espère. Mais une fois de plus, il se trompe. J'ai assisté à des dizaines d'enterrements du Front National. Des dizaines d'enterrements. Et en réalité, à chaque fois que ceux-là croyaient que le Front National était mort, ils revenaient plus puissants et plus forts encore. Donc, je les appelle à la modestie de l'analyse. Car la réalité, c'est que nous avons fait 11 millions d'électeurs à l'élection présidentielle. C'est que nous avons brisé le plafond de verre au moins à 8 reprises pour faire élire des députés en duel, que nous avons réussi ce qui est historique, une alliance au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas là pour tresser exclusivement des lauriers, même si nous en méritons tout de même, mais pour dire
il y a encore beaucoup à faire. Et c'est le sens de cette refondation. Mais quand vous voyez... Je vois bien qu'il y a une recomposition de la vie politique. Nous l'avons voulu, cette recomposition. Nous en avons été le fer de lance. Cela fait des années que nous disons le clivage gauche-droite n'existe plus. Mais au fond, je vais vous dire, Marine Le Pen, est-ce que la question de la refondation, c'est pas de se dire que la vraie refondation du FN, c'est quand ce sera quelqu'un qui ne s'appelle pas Le Pen qui en sera à la tête? Mais je crois absolument pas à cela. Et encore une fois, si c'était le cas, il y aurait des candidatures contre moi à la tête du Front National. Peut-être qu'ils osent pas. Ils osent pas. Ah bah il faut qu'ils aillent planter des tomates alors, parce que quand on fait de la politique, il faut être capable quand même de dire non. Ça c'est une espérance de la part de ceux qui souhaitent en réalité que le Front National montre de lui une image affaiblie. François, elle est solide. Il est solide. Il est solide, il s'organise, il se refonde, il s'améliore, il travaille il se perfectionne. Il va travailler dans les mois qui viennent également à des nouveaux thèmes, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la sécurité sanitaire et l'écologie. Il améliore son fonctionnement, c'est ce que je souhaite faire dans le cadre de ce congrès, mais aussi je vais donner en quelque sorte au Front National 3 lignes directrices dans le cadre de mon futur mandat. S'implanter, s'allier, gouverner, c'est pas rien. Et on y reviendra dans un instant avec Olivier Beaumont sur ce congrès qui aura lieu donc effectivement le 10 et 11 mars prochain. Salon de l'agriculture, il s'est ouvert hier, vous y serez mardi, je le disais. Emmanuel Macron y a passé 12h30, record battu, le précédent record était tenu par François Hollande. Bien, je ne me lancerai pas dans ce type de concours. Mais il a été sifflé, mais il a déminé, il a pris le temps de répondre aux critiques. Je voudrais juste qu'on l'écoute. L'accueil a été comme il se doit, de loin et de gens cachés, mais à chaque fois que je suis allé les voir, les sifflets sont arrêtés pour que la discussion et la conviction se fassent. Beaucoup de gens qui ont aussi applaudi et donné leur engagement. Mais vous savez, ce qui m'intéresse, c'est pas la façon dont se passe un salon, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde repart chez lui. Moi, ceux à qui je pense, ce sont les agriculteurs qui, du premier au dernier jour de l'année, des petits matins tôt, soir tard le soir et tous les week-ends, font leur métier, ont parfois des difficultés et subissent ces crises. Il faut être lucide, c'est pas en un salon que vous changez les choses. Et donc, moi, ce que je crains le plus, c'est pas les 10 zig qui sont à 500 mètres planqués et qui utilisent des sifflets. Ceux-là, dès que vous allez les voir, ils se dégonflent. C'est ceux qui n'ont même plus l'énergie de protester. C'est ceux-là qui m'intéressent aussi, que je veux aller protéger et à qui je veux qu'on apporte des réponses. Lucide ? 100 fois j'ai entendu ça, 100 fois, de la part de tous les présidents qui se sont succédés. Et la réalité, c'est qu'ils ont tous contribué à la mort programmée de l'agriculture et à la situation désespérante dans laquelle se retrouvent aujourd'hui nos agriculteurs français. Tous, ils sont venus tâter le cul des vaches, rassurer, faire des belles promesses. Il fait semblant ? Aujourd'hui, il y a 13 000 exploitations agricoles qui ferment chaque année. Il y a eu 7% de faillites supplémentaires en 2017 et il est en train de négocier un nouvel accord de libre-échange après le CETA, après l'accord avec la Nouvelle-Zélande, après l'accord avec l'Australie, qui est la mise en concurrence déloyale de nos agriculteurs soumis à toute une série de normes qui assurent notre sécurité sanitaire, avec des productions dont les coûts sont moitié moindres, mais surtout dont les normes n'existent pas. Et on va voir arriver dans nos assiettes, disons-le clairement, et celles de nos enfants, de la viande élevée aux hormones de croissance, nourrie aux farines animales, nourrie au soja OGM. Voilà. Et cela, il n'y changera rien. Aucune protection n'existera. Excusez-moi quand même d'émettre les plus grands doutes à l'égard de la fiabilité d'autorités sanitaires de ces pays qui sont corrompus, ce qui est connu de tous. Corrompus ? Bien sûr, mais bien évidemment. Enfin, je vous rappelle Notre que système sanitaire et nos contrôles sont corrompus. Non, les autorités sanitaires de ces pays du Mercosur, c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y avait eu un scandale incroyable il y a quelques années. Le Brésil avait importé de la viande avariée. Il y a eu un scandale avec l'Argentine. Donc, soyons sérieux. En multipliant les accords de libre-échange, non seulement on ruine nos agriculteurs, mais on met gravement en danger la santé des consommateurs.
Quand Nicolas Hulot, aujourd'hui, dit « l'avenir, c'est le bio », est-ce que vous partagez cette idée? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration? L'avenir, c'est le bio. Très bien, mais dans ces cas-là, il faut avoir des frontières, monsieur Hulot. Parce que si, encore une fois, vous imposez des normes, qui sont des normes de qualité et de sécurité, et que dans le même temps, vous ouvrez nos frontières à l'importation de produits dont vous savez pertinemment qu'ils ne respectent pas ces mêmes normes, alors évidemment, vous n'aurez plus sur les étals que des produits qui sont des produits dangereux à la consommation et surtout qui, au passage, auront tué notre propre élevage et notre propre agriculture. Mais les frontières, ça marche dans les deux sens. Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est vrai pour si on importe moins, on va aussi exporter moins. Mais nous, on exporte sur notre qualité. Nous exportons parce que les produits français sont mondialement reconnus précisément pour être des produits de qualité, de sécurité sanitaire. Pourquoi croyez-vous que la Chine, elle vient mettre ses usines de poudre à lait en France? Parce qu'elle sait qu'en France, les contrôles et les normes sont sérieuses. C'est cela. Quand on a vu, évidemment, toute l'affaire de Lactalis. Exact. Non mais d'accord, parfait. Mais vous avez raison. Il y a peut-être encore un certain nombre de grandes multinationales qui sont dans l'opacité totale, mais qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une complaisance de la part des pouvoirs publics depuis des années. Et permettez-moi de vous dire que je ne mets pas Lactalis dans les entreprises qui défendent les agriculteurs. Elles contribuent à les tuer, avec d'ailleurs l'aide de la grande distribution qui, en toutes circonstances, essaye d'élargir ses marges en étranglant les producteurs, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces productions. Parlons d'un autre gros dossier présenté cette semaine, la loi Asile-Immigration, qui a été présentée par Gérard Collomb mercredi. D'abord, ce matin, le ministre de l'Intérieur annonce que 2 attentats ont été déjoués depuis janvier. Satisfait du gouvernement. Il dit, Gérard Collomb, je le cite, « Lorsque je regarde les notes que je consulte, je m'aperçois que nos services préviennent des attentats en suivant beaucoup et en faisant qu'en amont, ils puissent être totalement déjoués. » Est-ce que vous partagez cette satisfaction ? Oh bah, écoutez, s'il y a eu 2 attentats qui ont été déjoués, évidemment, je suis satisfaite. Mais je pense qu'il ne devrait pas faire d'autosatisfaction. Car dans le passé, il y a eu des attentats déjoués par hasard, par chance. Voilà. Et ça n'est pas révélateur de quelque chose de très construit. Je crois qu'aujourd'hui, objectivement, rien n'est fait, au fond, pour débarrasser notre pays de l'idéologie du fondamentalisme islamiste, qui est celle qui arme les terroristes. Parce que c'est bien de déjouer des attentats, mais si on laisse, encore une fois, cette idéologie prospérer, et on la laisse prospérer sur le territoire national, alors il y aura d'autres recrutements. Je voulais qu'on dise alors, la loi il y aura d'autres soldats de l'État islamique qui, un jour ou l'autre, passeront au travers des mailles. Alors parlons de ce plan qui a été présenté cette semaine par Édouard Philippe, le plan de déradicalisation qui se veut, disent-ils, très ambitieux, et notamment pour anticiper la radicalisation. Ils disent notamment qu'il faudra déceler les comportements face à l'exigence minimale de vie en société. D'après vous, Marine Le Pen, quels sont les signes de dérive ? Comme ces choses-là sont bien dites, mais... Je reprends tout simplement les propos du gouvernement, effectivement. Vous avez raison, d'ailleurs, il n'y a rien de concret. En réalité. Mais justement, si on devait être concret, c'est quoi les signes ? Non mais pardon, il n'y a rien dans cette loi sur la déradicalisation. C'est même assez inquiétant parce qu'il ne parle plus de déradicalisation, il parle de désengagement. Et je trouve ça très choquant. Parce que on met en quelque sorte sur le même plan l'engagement dans le fondamentalisme islamiste terroriste avec l'engagement dans un mouvement politique, l'engagement associatif. Non, c'est pas un engagement. Et le choix des mots, la dérive sémantique, elle veut dire... C'est pourquoi c'est pour atténuer, oui, bien sûr, évidemment. Adoucir. Bien sûr, bien entendu, c'est pour adoucir, parce que ce gouvernement, comme les autres, n'est pas capable de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Bon. D'abord, il faut déchoir de la nationalité tous ceux qui sont partis pour éviter qu'ils reviennent. Deuxièmement, il faut fermer les mosquées salafistes. Dans le même temps, M. Collomb nous a indiqué, il s'en glorifie sûrement, il en a fermé 3
3 pauvres mosquées salafistes fermées, alors que lui-même disait qu'il y en avait plus de 100 sur le territoire national. Il faut, à l'évidence, arrêter de subventionner des associations qui sont en réalité des faunées du fondamentalisme islamiste, qui se développent dans les quartiers, qui recrutent, qui interviennent d'ailleurs également au passage dans les écoles, et j'espère que M. Blanquer en est bien conscient. Il faut interdire les associations comme l'UOIF, qui est clairement le noyau dur du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Il faut interdire le financement étranger de mosquées. Il faut imposer, et puis il faut poser des interdits. Et sur cette question des signes, puisque c'est l'un du cœur de ce plan de déradicalisation, mais vous avez raison, ça s'appelle plus vraiment déradicalisation. Est-ce que vous souhaitez toujours interdire tout signe d'appartenance religieuse dans l'espace public? Oui, oui, et d'ailleurs, si on l'avait fait quand je l'ai réclamé, on ne serait pas dans la situation aujourd'hui où ces signes ostentatoires, et notamment le signe, et notamment, vraiment, on en a déjà discuté ensemble, notamment le voile, se démultiplie. Et on voit bien que le voile n'est plus exclusivement une exception, mais devient en réalité la règle. On sait que les femmes sont soumises à une pression très forte pour le mettre, et qu'il est devenu une forme de reconnaissance religieuse et presque reconnaissance d'un islam politique. Ça veut dire que porter le voile aujourd'hui, pour une jeune fille, c'est un acte militant pour vous, c'est ça? Oui, oui, pour beaucoup d'entre elles, bien sûr, quand ça n'est pas un acte qui lui est imposé par contrainte, bien évidemment. Un mot, pardon, sur la loi Asile-Immigration, qui est aussi l'autre dossier porté par Gérard Collomb. Je le disais, cette loi, elle a été présentée cette semaine, elle est décriée par les associations. L'OFPRA, par exemple, sera en grève cette semaine. Et de l'autre côté, elle est considérée comme laxiste par le Parti des Républicains, par exemple. Il faudrait savoir, elle est laxiste ou est-ce qu'au contraire elle est trop ferme? Mais il n'y a rien dans cette loi. On va continuer à Donc en fait, elle est rien, quoi. Non, mais on va continuer à jouer à ce jeu où la droite essaye de se donner des gages de fermeté et la gauche hurle à la mort dès que la moindre mesure est prise. La réalité, c'est que c'est une petite loi de mesures administratives, exactement comme la loi sécurité intérieure qui a supprimé l'état d'urgence. Il n'y a absolument rien. Si, il y a des choses très inquiétantes. Il y a des choses très inquiétantes. Il y a une nouvelle voie d'immigration qui a été ouverte avec le regroupement familial au bénéfice des migrants qui vont pouvoir faire venir leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Donc on va avoir encore une immigration supplémentaire alors qu'on a battu tous les records cette année. Alors ne me dites pas que pour lutter contre toutes les problématiques qui sont celles que vive la France concernant l'immigration aujourd'hui, on va régler ça en portant de 45 à 90 jours le délai de rétention. C'est un gag. Alors même que l'Union européenne autorise ce délai jusqu'à 1 an. Donc cette loi n'est ni faite ni à faire pour vous. Mais c'est ni fait ni à faire. Ça ne servira strictement à rien, sauf encore une fois à accélérer le processus d'immigration. Alors nous allons faire d'ailleurs, puisque la loi va arriver devant, voilà, nous allons faire un contre-projet où nous allons indiquer sur l'ensemble des sujets qui touchent à l'asile et à l'immigration quelle est notre position. On fera une proposition de loi constitutionnelle, on fera une proposition de loi où nous évoquerons en amont la régulation des flux, les accords que nous devons passer avec les pays dont sont originaires, et même peut-être le bras de fer qu'il faut mettre en œuvre avec les pays dont sont originaires les immigrés, la suppression d'un certain nombre d'accords bilatéraux comme l'accord franco-algérien de 1968 qui étend une exception absolument totale à toutes les règles d'immigration dans notre pays, la possibilité de faire un référendum sur l'immigration, le renvoi dans leur pays d'origine. C'est quoi une question pour un référendum sur l'immigration? Êtes-vous pour ou contre l'immigration? Êtes-vous pour ou contre continuer la politique d'immigration dans notre pays? Oui, bien sûr. Et où est le problème? Mais au fond, si vous vous présentez à l'élection, il faut modifier ce référendum. Il faut modifier le droit d'asile. Voilà, il faut le modifier totalement. Il faut arrêter. Il faut suspendre le droit d'asile tel qu'il est aujourd'hui. Vous voulez 100 000 personnes par an. Vous voulez suspendre le droit d'asile tel qu'il est actuellement? Non, madame, non. Je voudrais qu'on arrête d'accueillir 100 000 demandeurs d'asile par an qui s'accumulent puisque 90% d'entre eux restent sur le territoire. Alors moi, je vais vous donner une mesure simple. Il faut que les demandes d'asile soient effectuées dans les consulats et les ambassades, soit du pays d'origine, soit d'un pays tiers. C'est-à-dire que moi, je souhaite
que aucun illégal ne puisse se maintenir sur le territoire national. L'asile avant même de mettre je vais même jusqu'à solliciter que la régularisation d'un clandestin soit impossible. Voilà. Il faut que lorsqu'il arrive sur le territoire, il ait le droit de venir sur le territoire. Qu'il ait déjà son droit d'asile. Exactement. Et s'il ne le fait pas, s'il vient de manière clandestine, alors il n'aura aucune chance de voir son dossier, ne serait-ce qu'examiné. Marine Le Pen, on en vient à la refondation du Front National. On accueille tout de suite Olivier Beaumont.